Ali Ladi, vous êtes notre spécialiste intelligence économique, pardon. On a l'habitude de dire artificielle, excusez-moi. C'est le moment de faire un point sur... Je suis réel. Vous êtes bien réel, vous êtes bien face à moi. On va faire un point sur les conséquences économiques de cette guerre. Bon, alors, en ce qui nous concerne, on va commencer par ça, parce que c'est la question qui nous anime depuis un certain nombre de jours. Sur le pétrole et sur les gaz, évidemment, c'est inquiétant, ça augmente. Le pétrole, il était à 73 $ le baril le 27-28 février. Il est à 83, un peu plus, aujourd'hui. Donc, il a 10 $ de plus. Je rappelle qu'on considère, d'après les études économiques en France, qu'à plus de 10 € le baril, ça a un impact direct sur notre croissance. Donc, il va falloir regarder ça de plus près. En ce qui concerne le gaz, encore plus sensible, heureusement, on arrive à une période où les chaleurs reviennent. Bon, le gaz, il a quand même pris 60%. Il est à 50 € le mégawattheure sur le marché de référence qui est, en ce qui nous concerne, Amsterdam. Donc, c'est important. Et évidemment, sur les hydrocarbures, notre peur, la peur de l'Europe, c'est de voir les chiffres coller à ce qui s'est passé en 2022 avec l'Ukraine, où les prix des pétroles et du gaz avaient grimpé et abouti à une inflation de 6 à 7 points chez nous. Donc, évidemment, le détroit d'Ormuz reste très important. 20% du pétrole et du gaz mondial passe par là. Les Iraniens ont déclaré qu'ils l'interdisaient. Ils pensent qu'ils ont le droit. Ils sont signataires de la Convention des Nations Unies sur le droit des mers qui date de 82, ce qu'on appelle la fameuse Convention de Montego Bay, mais ils ne l'ont pas ratifiée. Donc, ils s'autorisent le droit de fermer le détroit d'Ormuz. Trump a promis qu'il enverrait des navires d'escorte. Il a promis aussi qu'il mettrait en branle une agence américaine qui va aider les entreprises à être assurées, non pas avec des primes gigantesques, parce que les primes ne cessent d'augmenter. Donc, il va peut-être y avoir une solution. Sur les autres secteurs, les bourses ont beaucoup souffert, entre 3 et 7% de baisse ces derniers jours, avec une remontée là sur les marchés asiatiques où on sent qu'à Séoul, qu'à Tokyo, ça va un petit peu mieux. Et puis aussi, les impacts, c'est la perturbation du trafic aérien. Rien que Abu Dhabi et au Doha, c'est près de 3 milliards de dollars déjà de pertes parce que les avions n'atterrissent ou ne décollent plus. Et en plus, évidemment, l'impact, la mauvaise image sur le tourisme. Vous insistez, Ali, sur la sécurité alimentaire de la région. Oui, parce que c'est de l'autre côté. Nous, on craint pour notre pétrole et notre gaz. Eux, ils ont d'autres préoccupations très importantes pour les pays du Golfe, Oman, Bahreïn, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis et Koweït. Eux, ils importent 85% de leurs besoins alimentaires, dont 62% de viande, 56% de légumes et un peu plus, 93%, de céréales. Donc c'est important pour eux, c'est vraiment la sécurité alimentaire qui est engagée en ce qui leur concerne, mais même l'Iran est concerné, puisque l'Iran est un gros importateur d'oléagineux et de céréales. Sur les 30 millions à peu près de tonnes importées dans la région, l'Iran en importe 14 millions. C'est très important aussi pour sa population. Et enfin, là encore, c'est plutôt de l'autre côté. Le Golfe, c'est quand même une région qui, outre pour le pétrole et les gaz, exporte des denrées importantes pour l'agriculture mondiale, soit évidemment tous les engrais phosphatés, azotés, etc. C'est un tiers des exportations des engrais qui vont en partie essentiellement Océanie et Asie. Et est-ce que cette situation, elle peut durer ? Faut pas. Si elle dure, c'est évidemment le mur qu'on risque de se prendre. Je vous le disais, un pétrole à 100 $ le baril, ça sera très mauvais pour notre économie, pour notre croissance. Le détroit d'Ormuz, c'est important parce que c'est quand même 11% du volume du commerce maritime mondial. Alors certes, c'est seulement 3% du transport de conteneurs, mais ces 3% vont à 70% dans l'Asie, dans l'Océanie et en Asie en particulier, en Chine et en Inde. L'Inde a tout de suite réagi, ça ne va pas plaire au président Trump, mais a détourné un certain nombre de tankers de pétrole russes qui n'étaient pas forcément destinés à l'Inde, qui vont maintenant aller en Inde. Donc ça fait les bonnes affaires des Russes, puisque ça fait
des entrées d'argent. Donc tout ça va se recomposer. Il y a quand même un moment qui va être très fort, là, à la fin du mois. Le président Trump est censé rencontrer le président Xi Jinping. Je pense que le président Xi Jinping a des choses à lui dire sur ce qu'il a fait au Venezuela, qui est important aussi pour le pétrole chinois, et maintenant en Iran. Je pense qu'il va y avoir en effet des discussions là-dessus. Et puis, je voudrais terminer par un risque qu'il ne faudrait pas qu'il advienne. C'est le risque d'un tanker avec une marée noire. Alors, non seulement pour les problèmes environnementaux, mais ce qui est très important, c'est aussi que c'est la région du monde la plus équipée en usines de dessalement. Dessalement qui sert évidemment à donner de l'eau potable aux populations. Donc, si on pollue la mer, on pollue les usines de dessalement, et là encore, on a un grave problème de sécurité alimentaire pour les populations. Merci beaucoup, Ali Laïdi. Merci également à vous, Mélina Huette. Allez-y, vous aviez une question? Oui, non, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur... très bonne intelligence artificielle, Ali. Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la souveraineté alimentaire de certains pays du Golfe ou du Moyen-Orient, et notamment le Qatar, puisqu'ils sont en train d'essayer justement de trouver une autonomie en termes de nourriture. Il y a un très bon focus qui arrive, j'en profite pour faire la publicité du focus de Chloé Domat et Amira Soulem, qui justement parle de cette tentative d'autonomie, c'est-à-dire faire pousser à peu près tout et n'importe quoi en plein désert. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est une stratégie qui remonte en effet au traumatisme, souvenez-vous, au moment où l'Arabie Saoudite a décidé d'un blocus du Qatar. Donc c'est une stratégie de long terme. Et là, ils se disent, on a bien fait, puisque les frontières sont fermées. Donc, Mais s'il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas. Et ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Et ce focus, il sera à voir sur France 24. Dans les prochains jours. Merci de l'avoir rappelé.